Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année sur la chaîne. Le temps passe, mes amis, le temps passe, c'est incroyable. Bon, après, ça change pas grand-chose puisqu'on va quand même se retrouver la semaine prochaine et qu'au final, eh bien, c'est jamais qu'un dimanche comme les autres. Mais faisons comme si c'était un grand événement, n'est-ce pas, et prenons un instant pour célébrer cette fin d'année. Bref, j'espère que vous passez de très bonnes fêtes, en tout cas si jamais vous regardez cette vidéo pendant la période des fêtes. Et puis si c'est pas le cas, j'espère tout simplement que vous allez bien, hein, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée d'explorer certaines pratiques magiques. On va revenir sur une base, un rituel que l'on voit relativement peu souvent en réalité. Et je trouve ça dommage parce qu'il est super important, c'est le rituel d'exécration. Alors ce nom vous est peut-être étranger, peut-être familier, je ne sais pas. En tout cas, c'est un mot qui ressemble à une cérémonie qui, elle, est relativement bien connue. On en a déjà parlé, si jamais ça vous intéresse, je vous mets la vidéo ici, c'est la consécration. C'est pas pour rien que ces deux termes se ressemblent, puisque en réalité l'exécration est en quelque sorte le compagnon, le meilleur ami, le best buddy, le frère d'armes, le brother in I don't know what, in arms, brother in arms, I don't know, de la consécration, puisque c'est quasiment le principe opposé. On va revenir là-dessus et on va voir à quel point ça peut être intéressant d'en parler. Alors, ça fait partie de la sorcellerie traditionnelle. Là où la consécration va amener, comme on l'a vu dans la vidéo que je vous invite à regarder, si jamais vous ne l'avez pas vu sur la consécration, là où la consécration va donc consacrer, rendre sacré un objet, l'exécration va lui retirer tout simplement ce caractère sacré. Alors, on revient là-dessus et on va revenir d'abord sur la base. Qu'est-ce que c'est l'exécration? Alors le terme d'exécration, on le retrouve généralement dans les cérémonies religieuses et on le retrouve aussi dans le langage courant, mais avec un sens un petit peu différent. Quand on dit qu'on exècre quelque chose dans la vie de tous les jours, ça va plutôt renvoyer à une notion de haine, de dégoût, de quelque chose que l'on déteste très profondément. C'est très différent de la notion religieuse qui, elle, l'emploi en théologie pour parler de deux choses distinctes. Donc, une première action qui consiste, comme on l'a dit, à retirer la dimension sacrée de quelque chose. Donc, c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo-là. Et d'autre part, un rituel qui est censé attirer contre quelqu'un la vengeance de Dieu. Ouais, c'est sympa, ouais. Du coup, c'est ce dernier rituel qui a été récupéré dans le langage courant pour désigner un gros dégoût, une aversion très très vive envers la chose ou la personne qu'on exècre. On se doute bien que si on balance les foudres divines sur quelqu'un, on le porte pas dans son cœur. On va pas se mentir, c'est totalement ce qu'on fait avec les gens qu'on aime. Bref, donc on va plutôt nous se concentrer, lapsus révélateur, bonjour, sur donc la première signification théologique, qui est donc de retirer le caractère sacré de quelque chose. De quelque chose, pas de quelqu'un, de quelque chose. On n'exècre que les objets ici. Alors, si on se réfère à ma reine, ma déesse, mon inspiration, ma patronne de toujours, l'étymologie. L'étymologie, l'exécration, elle revient donc à faire sortir, le préfixe ex, qui veut dire en dehors de, le sacré, donc du latin sacer, comme on l'a expliqué dans la vidéo sur la consécration, je vais pas y revenir. Dans la religion, généralement, on va employer ce rituel pour renvoyer un objet qui a déjà été consacré à son usage basique, son usage premier, profane. Par exemple, le calice que l'on utilise dans le rituel d'Eucharistie, par exemple, il va redevenir simplement une coupe à boire qu'on va pouvoir remettre sur la table du repas pour trinquer avec Tata Lucette. Voilà. Pourquoi vous trinquez pas avec Tata Lucette dans une coupe, vous ? Vous devriez, parce que Tata Lucette, elle mérite de trinquer dans des coupes, ok ? Bref, toujours est-il que ce principe d'exécration, il peut être dû à deux choses, en religion toujours. Soit une décision volontaire, donc par exemple, on veut renouveler un objet, c'est-à-dire on veut changer le fameux calice d'Eucharistie parce qu'il commence à faire son temps, il est un peu vieux, on en a ras-le-bol, on veut en mettre un nouveau. Mais sans se débarrasser forcément du premier, sans le jeter à la poubelle, on va donc le renvoyer à son état premier pour en refaire un objet banal du quotidien. Soit parce que l'objet a été destitué par un événement extérieur de son caractère sacré. S'il a été détérioré, s'il a été profané et que donc on l'a sorti de sa vocation religieuse. Donc en magie, l'exécration, elle est devenue, elle aussi, une opération magique qui consiste à retirer d'un objet toutes les énergies qui auraient pu y être déversées, que ce soit volontairement ou non,
pour en refaire un objet complètement neutre, complètement vide et dénué de toute intention. Alors attention, ça n'a rien à voir avec la purification. Vous allez me dire c'est pareil, on purifie un objet, on lui enlève les énergies. Pas exactement. La purification, ça nettoie ce qu'on appelle les mauvaises énergies. En gros, celles qu'on va percevoir comme néfastes. Je mets toujours des guillemets quand je parle de bonnes et de mauvaises énergies, parce qu'on l'a déjà vu, on en a déjà parlé. D'ailleurs, on en parle abondamment dans Une année en magie. Si jamais vous suivez le programme, je pense que vous me voyez venir à 20 km. Coucou à tous les abonnés d'Une année en magie, cœur patate avec les doigts sur vous. Mais il n'y a pas de mauvaises et de bonnes énergies. C'est comme être scribe, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises situations. La vie, c'est avant tout des rencontres. Et ben, les énergies, c'est pareil. Les énergies, elles sont neutres, elles n'ont pas forcément de polarité bonne ou mauvaise. C'est simplement qu'il y en a certaines qui, pour nous, sont perçues comme étant mauvaises parce qu'elles nous mettent dans l'inconfort, alors que d'autres sont perçues comme étant bonnes parce qu'elles nous mettent dans le confort. C'est comme les bactéries. Les bactéries sont ni bonnes ni mauvaises. En fait, c'est en fonction de ce qu'elles font sur notre corps qu'on va les percevoir comme étant bonnes et mauvaises. Non pas que je compare les énergies aux bactéries, mais vous avez compris. Bref, il faut donc pas confondre exécration et purification, puisque la purification, elle vise à retirer les énergies que l'on perçoit comme mauvaises, donc indésirables, mais ça en débarrasse pas complètement l'objet ça débarrasse pas complètement l'objet de toutes ces énergies. C'est-à-dire que quand on purifie un objet, on va lui laisser les énergies qu'on va percevoir comme bonnes. Alors que l'exécration enlève tout. Pour vous donner un équivalent dans le monde tangible, purifier, ça revient à nettoyer un vêtement, laver un vêtement quand on vient de l'acheter pour pouvoir le porter ou quand on l'a porté pour pouvoir le reporter après parce qu'on sent le fennec. Alors que l'exécré, ça reviendrait à le renvoyer à sa matière première, c'est-à-dire un fil, une pelote de fil non teinte, voire la laine sur le dos du mouton, si jamais c'est un vêtement en laine, ou la fleur de coton dans le champ sous les vents de l'été dans un parc américain, s'il s'agit bien entendu d'un vêtement en coton. Voilà, vous voyez un peu l'idée. Ou voilà, si vous portez du polyester, je vous laisse imaginer à quoi ça le renvoie. Bref, vous avez compris. Donc, on ne détruit pas l'objet quand on l'exècre, je suis bien d'accord, mais je parle d'un niveau énergétique, vous avez compris. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Purifier, on nettoie, exécrer, on renvoie à l'état premier, la prima materia, en alchimie. Amis alchimistes, si vous passez par là, sachez que vous avez tout mon respect et un salut profond. Bref, pourquoi est-ce qu'on voudrait exécrer un objet? Pourquoi vouloir le renvoyer à son état premier, alors que le purifier, c'est nettoyer toutes les mauvaises énergies, et que donc ça suffit finalement? Eh bien, il y a plusieurs motivations et plusieurs raisons. Premier cas de figure, si on fait l'acquisition d'un objet qui a déjà appartenu à quelqu'un d'autre, par exemple en seconde main, en brocante, sur un opus, chez un antiquaire, sur un site de revente dont je ne mentionnerai pas le nom, bref, vous avez compris, si jamais l'objet a déjà été possédé par quelqu'un, et que cet objet, vous voulez en faire un objet dans votre pratique magique, vous risquez de vous heurter à un conflit énergétique entre ce que l'objet a déjà absorbé dans sa vie d'avant et ce que vous allez lui mettre si vous le consacrez. En gros, il peut y avoir un petit conflit d'intérêts. Admettons que vous preniez, on va reprendre l'exemple du calice, vous achetez une très jolie coupe à boire dans une brocante. Si jamais cet objet a été utilisé par un ou une fervente catholique qui avait une vision du paganisme absolument très viscérale, même si cet objet n'a été utilisé que pour boire, la personne y a mis son énergie. Si vous consacrez cet objet derrière pour le pratiquer à la pratique magique, alors que son précédent propriétaire l'a toute sa vie investi d'intentions plutôt hostiles envers la magie, je vous laisse imaginer le cocktail que ça peut donner. Cocktail, coupe. Ouais, on a de l'humour ici, on aime rire, n'est-ce pas? Et on aime les jeux de mots de qualité. Bien. Donc vous avez compris un petit peu l'idée. Donc il peut être appréciable en quelque sorte de remettre l'objet à zéro avant de vous en servir, histoire de vous assurer que rien ne viendra perturber les énergies et la merveilleuse relation que vous allez tisser avec votre coupe à boire. Parce que oui, nous pouvons tisser des relations avec des coupes à boire. Non que je vous encourage à boire, mais vous avez compris. Donc, l'usage premier de l'objet n'a pas forcément, on l'a vu, à avoir été religieux ou spirituel avant, pour venir en conflit avec vos pratiques. Il suffit qu'il ait été possédé par quelqu'un qui l'a chargé, même inconsciemment, d'une énergie qui est contraire ou contradictoire ou très différente à la vôtre, pour que ça puisse poser problème. Du coup, il faut faire attention à ça.
Et ça, c'est très fréquent dans les objets de seconde main parce qu'on peut pas toujours retracer leur histoire. Des fois, c'est possible et des fois, du coup, ça nous permet d'éviter d'avoir à passer par ce genre de rituel, mais c'est pas toujours le cas. Donc, énergétiquement parlant, quand on va acquérir un objet de seconde main, eh ben, c'est un petit peu comme aller adopter un animal dans un refuge. Il va arriver chez vous avec son passé, avec ses expériences, bonnes et mauvaises, avec pourquoi pas des traumatismes, des bonnes et des mauvaises habitudes, des réflexes, des attitudes, des attentes, des craintes, et vous allez devoir assimiler tout ça, voire le déconstruire pour pouvoir vivre en harmonie avec ce nouvel occupant de la maison. Et bien avec un objet, c'est pareil. Donc l'exécration, elle peut être très profitable si l'objet il a été possédé par quelqu'un qui avait des visions spirituelles opposées ou hostiles aux vôtres, parce que la foi, on le sait, ça laisse des traces, n'est-ce pas ? Même dans le cadre d'une religion semblable, si jamais vous faites l'acquisition d'un calice qui a déjà été possédé par un païen ou une païenne, on n'a jamais forcément la même vision que les gens et on n'est pas toujours bien aligné. Donc quand on veut consacrer un objet à la pratique magique et que cet objet a déjà été possédé par quelqu'un d'autre, c'est quand même bien de le remettre à zéro. En particulier s'il a été possédé par quelqu'un qui l'a beaucoup utilisé, qui l'a possédé longtemps, ou s'il a été possédé et utilisé, mon chat est en train de se gratter, ça fait bouger ma caméra, s'il a été possédé et utilisé par plusieurs personnes qui ont mis plein d'énergie mélangée, auquel cas ça peut être un gloubi-boulga assez indigeste. Aussi s'il a été associé à un moment de vie assez fort, par exemple un héritage, si c'est un souvenir de voyage, si c'est un cadeau de mariage, etc., etc., ou qu'il avait une grande valeur sentimentale parce qu'on va mettre des énergies dedans, et vous n'avez pas forcément envie de voir ça éclore, n'est-ce pas ? Aussi, même chose, s'il a été dans une pièce où il y a eu certaines énergies, par exemple s'il y a eu un décès, s'il y a eu des violences, s'il y a eu des disputes, bref, toutes ces choses-là qui peuvent être... ou des naissances aussi, bon c'est plus rare les naissances, quoique il y a des naissances à la maison, de temps en temps ça arrive, mais vous voyez ce que je veux dire. Parce que les objets vont être assez marqués par les énergies des lieux, en particulier chez les gens qui n'ont pas forcément le réflexe de purifier leur habitation régulièrement. Donc si jamais vous acquérez, faites l'acquisition, on va pas prendre de risque, que là tout d'un coup, je sais pas, il y a un truc qui a heurté mon... Bref, si vous faites l'acquisition, ce sera plus prudent, d'un objet qui a déjà été possédé par quelqu'un d'autre et que vous avez envie de consacrer cet objet, ne vous posez pas de questions, exécrez-le. Vous risquez rien. Au pire, vous allez vous retrouver avec un objet neutre. Enfin, il faut dire, il y a quand même pire comme situation. Alors évidemment, c'est pas toujours possible, comme je vous le disais, de connaître l'histoire des objets qu'on achète. Donc du coup, ça peut aussi servir de prévention. Si vous savez pas trop d'où vient l'objet, et paf, on l'exècre et comme ça, on est tranquille. Donc, dans le doute, quand on acquiert un objet, c'est toujours bien de l'exécrer. Cela dit, ça marche aussi avec les objets neufs, parce qu'on sait jamais par où ils sont passés. On a cette idée, cette vision, un peu cette image d'Épinal, de l'objet neuf qui est neutre. C'est faux. C'est faux. Un objet, en particulier aujourd'hui, où on fait fabriquer beaucoup d'objets de la grande distribution dans des pays très très lointains, par des gens très très lointains, souvent très très exploités, dont on se fiche éperdument, n'est-ce pas, il y a souvent des énergies pas folles qui sont mises dedans, il y a du transport, ça reste dans le magasin un certain nombre de temps. Bref, un objet n'est jamais neutre. Jamais. Du coup, généralement, moi, c'est ce que je conseille, c'est ce que j'ai conseillé aux personnes qui suivent le programme Une année en magie quand on avait parlé de l'exécration il y a quelques années. Dans le doute, quand on a envie de consacrer un objet, s'il vient pas directement de chez l'artisan qui a su ne pas mettre des énergies dedans, on exècre. Dans le doute, on exècre. Ça coûte rien, il se fait plaisir. Alors comment qu'on fait, du coup, parce que c'est bien joli de dire on exècre, mais en même temps vous vous dites, ça fait 14 minutes qu'elle nous blablate sur pourquoi le faire. Comment le fait-on ? Comment ? Alors, la plupart des rituels d'exécration qu'on connaît sont assez cérémoniels, assez formels, assez codifiés. Le plus souvent, ils sont en latin parce qu'ils sont récupérés directement du rituel chrétien, pas forcément modifiés, puisqu'après tout, c'est des rituels qui visent à désacraliser un objet. Du coup, puisqu'on enlève le sacré, on peut prendre un rituel chrétien, puisque c'est pas grave, du coup, vu qu'on enlève le sacré, on va pas mettre du chrétien, au contraire, on l'enlève. Donc c'est, voilà, il n'y a pas d'énergie religieuse dans cette intention-là. Mais ça peut être gênant si jamais le latin, c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas forcément à l'aise, que vous ne maîtrisez pas, dont vous ne comprenez absolument rien. Je trouve ça toujours embêtant de réciter une incantation dont on ne comprend pas un traître mot, parce que si on dit « j'aime les salsifis »,
Même si on a une intention particulière, je trouve ça un peu ballot d'utiliser des langues qu'on ne comprend pas. Alors bien sûr, aujourd'hui, avec les traducteurs, on peut traduire des choses, mais enfin, on sait ce que valent les traducteurs, en particulier avec les langues mortes. Pas grand chose, on est d'accord. Bref. Donc voilà, si jamais vous ne maîtrisez pas le latin, ou que ça vous met quand même un peu mal à l'aise de récupérer un rituel chrétien, essayez d'adapter à votre façon de faire. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'écrire votre propre rituel d'exécration à vous, qui vous conviendra à vous, et qui sera plus adapté à vos attentes. Vous allez respecter un schéma de base qui vous donnera en gros une ligne directrice, et vous allez pouvoir la faire à votre sauce pour avoir un rituel sur mesure. Première étape, on va généralement placer l'objet dans un espace de travail magique, donc sur l'autel, au milieu de votre cercle, etc. Cercle, là je parle pas du cercle avec un grand C, hein, du cercle de protection, du triple cercle. Je parle du cercle quand on travaille en fait au sol, dans un espace circulaire, où il n'y a pas forcément de cercle énergétique. Oui, j'utilise 2 fois le mot cercle, c'est un peu bizarre. Bref, votre espace de travail. Ce que je vous conseille justement, en parlant du cercle, c'est de ne pas en tracer. Pas de triple cercle pour l'exécration, puisque généralement, on essaye d'expulser hors du sacré. Le cercle, c'est un espace sacré. Du coup, ça n'a pas un très grand sens. L'autel, vous allez me dire aussi, c'est un espace sacré. Oui, mais il va servir ici de vecteur énergétique. On va y placer l'objet et on va le sortir de l'autel, ce qui va symboliser sa sortie du sacré. Tout simplement. Donc voilà, placez-le sur votre espace de travail, mais dans un espace ouvert aux énergies profanes qui vous entourent. Comme ça, on va pouvoir le sortir de sa petite boîte sacrée. Deuxième étape, évidemment, on le purifie. Oui. Alors, je vous ai dit que la purification, c'était différent de l'exécration. Ça veut pas dire qu'on peut pas commencer le travail par une purification qui va enlever le plus gros. Donc on fait une bonne grosse purification à la fumée si jamais vous la supportez. Donc une bonne grosse fumigation d'une plante adéquate à la purification. Je ne peux que vous conseiller encore et toujours l'excellent livre Plantes et encens de purification d'Arnaud Tully aux éditions Danae ou Alliance Magique. Alliance Magique, c'est la même boîte mais vous avez compris, bref. Plantes et encens de purification de Arnaud Tully, qui vous fait une liste extrêmement formidable des plantes qui peuvent être utilisées dans la purification en fonction des usages, en fonction des situations, qui vous donne des manières de les utiliser. Bref, pour la purification, elle est là. Parce que je ne peux pas vous donner une plante, puisqu'en fonction des usages, en fonction des situations, vous allez pouvoir adapter, mettre d'autres plantes. Dites-vous qu'une plante de base, ça peut être l'hysope par exemple, ça marche très très bien, c'est une très bonne purificatrice, mais parfois vous allez peut-être trouver un peu plus votre bonheur avec une plante un peu plus spécifique. Bref, à vous de voir ce que vous voulez. Alors ça peut être évidemment avec de l'eau bénie, pas bénite, pas la même chose. Bénite, c'est quand ça a été béni par un prêtre. Béni, c'est quand ça a été béni par quelqu'un d'autre. Ça peut être du son, de la musique. Ça peut être le pchit-pchit. Alors le pchit-pchit, c'est moins, évidemment, c'est moins décrassant que la fumée, mais ça peut quand même servir dans le cas d'une purification si jamais on ne supporte pas la fumée. Bref, purifiez autant que possible votre objet. Troisième étape, vous allez le présenter aux énergies, alors quelles qu'elles soient, hein, ça peut être l'univers, ça peut être des dieux, ça peut être des entités, ça peut être les points cardinaux, bref, les énergies avec lesquelles vous travaillez. Et si jamais vous connaissez l'histoire de l'objet, résumez-la à ce moment-là. Donc vous présentez votre objet, voici la coupe de Tata Lucette. Tata Lucette était une très bonne personne, mais Tata Lucette était une grenouille de bénitier, elle serait pas forcément ravie que sa coupe à boire le vin du dimanche soit consacrée à l'usage de la magie. Par conséquent, pardon Tata Lucette, mais nous allons renvoyer l'objet à sa prima materia. Tata Lucette repose en paix, merci, bonsoir. Voilà. Vous avez compris l'idée. Donc vous présentez votre objet aux énergies. Quatrième étape, vous allez déclarer votre intention. Donc vous pouvez par exemple réciter une incantation d'exécration à ce moment-là qui va expliquer devant les énergies en présence que vous renvoyez cet objet donc à sa matière première, qu'il n'est plus désormais qu'un vaisseau complètement vide et complètement neutre et qui attend sa prochaine destination. Tout simplement. Alors évidemment, vous pouvez accompagner cette déclaration d'intention de gestes symboliques. Vous pouvez tracer des symboles, des sigils, asperger votre objet d'eau bénie ou de diverses infusions, le passer dans la flamme d'une bougie, etc. à votre convenance en fonction. Vous pouvez faire le rituel inverse du rituel de consécration, par exemple. Bref, vous pouvez mettre de la musique ou faire de la musique, utiliser un support. Par exemple, vous pouvez toucher votre objet avec la pointe de votre atame ou de votre baguette pour
en absorber l'énergie et la rejeter dans l'univers, qui va la disperser autour de lui. Et vous pouvez bien entendu saupoudrer ou entourer l'objet d'une substance de neutralisation, par exemple de la cendre, du charbon de bois, ce genre de choses. Moi c'est ce que je préfère faire généralement, j'absorbe avec mon atamé ou ma baguette. Généralement je fais les deux, d'abord l'atamé ensuite la baguette. Si c'est très très lourd, avec une épée. Oui, c'est très amusant d'absorber l'énergie d'un calice avec une épée, c'est pas du tout démesuré, mais ok, vous avez compris. Et donc je rejette dans l'univers et ensuite je trace un cercle de cendre autour de mon objet et je le saupoudre de cendre si c'est possible, s'il ne craint pas la cendre. 5e étape, vous ôtez votre objet de l'espace sacré, donc de votre hôtel ou de votre espace de travail, et vous allez le poser par terre, sur le sol. À même le sol de préférence, donc pas un tapis, vraiment le sol. Si jamais vous êtes dans une maison qui a plusieurs étages, allez le déposer au rez-de-chaussée, au plus près du sol. Si jamais vous avez un jardin, allez le poser carrément dehors sur la terre. Si vous êtes dans un appartement, le sol de votre appartement, le sol nu suffira, de préférence dans une pièce extrêmement profane, dans laquelle vous ne pratiquez aucune magie. Ça peut être un couloir, ça peut être n'importe quoi, la cuisine, si jamais vous ne pratiquez pas la magie dans la cuisine, la buanderie, bref, une pièce très terre à terre. Et vous le déposez sur le sol, comme ça ce retour à la terre va symboliser que vous le renvoyez à un aspect qui va être purement matériel. Donc vous le laissez aussi longtemps que nécessaire, vous n'êtes pas obligé de le laisser 8 heures non plus, mais vous pouvez le laisser un certain temps. Vous remerciez, vous clôturez le rituel comme d'habitude, et vous n'oubliez pas bien sûr de vous ancrer, n'oubliez jamais de s'ancrer, même quand on a fait un rituel d'exécration, on a besoin de l'ancrage, et on laisse reposer l'objet quelque temps. Alors vous n'êtes pas obligé de le laisser sur le sol, comme je vous disais, mais par contre, ensuite, après le rituel d'exécration, je vous conseille de le laisser tranquille quelques jours. Il y a pas mal de gens qui choisissent 9 jours, parce que 9 c'est le nombre associé à la gestation humaine, et donc à la renaissance. Donc on fait renaître l'objet, on le renvoie à un état premier, voilà, dans un lieu dans le lieu le plus profane que vous pourrez trouver chez vous. Laissez-le dans la buanderie, c'est très bien. Un endroit dans lequel vous pratiquez pas ou peu. Voilà, ça peut être le garage, ça peut être la cave, ça peut, bref. C'est quelque chose, à vous de voir l'objet que vous jugez comme étant le plus terre à terre, l'endroit que vous jugez comme étant le plus terre à terre chez vous. Alors, on va parler d'un cas un petit peu particulier. Les outils de divination. C'est un cas particulier, pourquoi ? Parce que, généralement, un outil de divination a été utilisé pour la divination. Contrairement à la coupe à boire de Tata Lucette, qui a été utilisée pour le vin du dimanche, et qui du coup va se retrouver brutalement à contenir diverses choses, de l'eau, etc., pour symboliser l'élément aquatique dans un cercle de magie pratique, et donc ne plus du tout se retrouver avec le poulet patate du dimanche midi sur la table de Tati. Un instrument de divination, généralement, il a été utilisé pour le même usage que celui que vous allez en faire. Du coup, on peut se dire que finalement, les énergies qu'on a mis dedans vont être globalement semblables à celles que nous, on va mettre dedans. On est tout à fait d'accord. En plus de ça, moi, une chose que j'ai remarqué, c'est que les instruments de divination ont tendance à se comporter comme des théières. Alors, non, ça veut pas dire qu'on peut faire du thé dedans, mais simplement, une théière, plus on l'utilise, plus elle se bonifie avec le temps. Une théière, plus elle va se tapisser de tanins à l'intérieur, plus elle va avoir ce marauder vraiment dégueulasse, cette couche à l'intérieur qui ferait frémir les ménagères alors que c'est imputrescible et que c'est extrêmement sain. Plus le thé que l'on va faire dedans va avoir des arômes en lait, des arômes en bouche. Ça va être merveilleux, n'est-ce pas? Oui, j'aime bien le thé, ok. Chacun son truc. Mais en gros, voilà, plus une théière va être employée, utilisée, tannée, avec le tanin du thé, plus elle va sublimer les arômes du thé qu'on va faire dedans, et les instruments de divination, techniquement, plus on va les utiliser en divination, plus ils vont laisser sortir les arômes de la divination. Vous avez compris. Bref. Donc, en gros, plus vous l'utilisez, plus il va acquérir de l'énergie, et plus il va accroître son potentiel, finalement. En plus de ça, transmettre un outil de divination, souvent, c'est un acte que l'on ne fait pas par hasard. Quand on le transmet généralement à quelqu'un qui saura en faire bon usage. Donc, généralement, quand on vous donne un outil de divination, c'est que la personne qui l'a utilisé avant va se dire que vous allez l'utiliser à votre tour. Donc, il y a quand même une certaine bienveillance. Et on peut
très bien ne pas avoir envie de débarrasser l'objet en question des énergies de cette personne-là, parce que on a envie de garder un lien finalement avec cette personne. Si jamais, je sais pas, si Tata Lucette, reprenons Tata Lucette, finalement Tata Lucette a bien caché son jeu, Tata Lucette n'était pas si bigote que ça, Tata Lucette vous lègue son vieux tarot, vous découvrez que Tata Lucette a fait son coming out divinatoire, et peut-être que du coup vous dites, oh, je veux garder le lien avec Tata Lucette qui tirait les cartes de temps en temps entre deux messes. Non, il n'y a pas de contre-prêtrise, je vous jure, promis. Bref, vous avez compris. Mais voilà, vous n'allez pas avoir envie d'enlever les énergies. Je vous donne un autre exemple, mais si jamais c'est la personne qui vous a appris à tirer les cartes, qui vous donne son jeu, vous n'avez pas envie d'enlever les énergies de cette personne-là, puisqu'elle vous a appris, c'est elle qui vous a mis les pieds pas dans le plat, mais dans le milieu, donc on peut avoir envie de le garder. Et pourtant, comme pour la religion et la spiritualité, la divination, on le vit tous de manière différente. Donc, va y avoir des croyances différentes, des superstitions, des traditions, des spiritualités, qui n'ont pas à être mises en question, hein. Chacun a ses propres convictions. C'est pas parce que vous pensez qu'il faut tirer les cartes d'une certaine manière et que la personne qui vous les a léguées faisait autrement que l'une ou l'autre d'entre vous avait raison. Je sais pas si ma phrase est française, mais vous avez compris. Donc, on a chacune, notre vérité, qui ne peut pas être mise en question, qui est aussi valable pour les uns et pour les autres. Du coup, dilemme. Admettons que la personne qui vous transmette les cartes avait une certaine croyance par rapport à ça. Par exemple, il faut surtout pas croiser les jambes quand on tire les cartes. C'est une croyance que j'ai très souvent entendue. Personnellement, j'adhère pas du tout à ça. Donc est-ce que je vais me dire, ouais, mais du coup, il va falloir que je fasse gaffe si j'utilise ce jeu, parce que si je croise les jambes alors que la personne qui le possédait avant disait qu'il ne fallait pas le faire, est-ce que je mets pas une énergie contradictoire? Oui, on a tôt fait de se faire des cheveux blancs. Hein. Du coup, exécrer ou non un outil divinatoire, c'est un dilemme. Voilà, je ne sais pas pourquoi Corneille n'a jamais écrit dessus, mais il y aurait eu moyen de faire une pièce sur ça. C'est que faire. Donc une purification, ça suffit pas. Et une exécration, c'est trop fort. Qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est un petit peu... Dites-vous, je sais que l'analogie est un peu dégueulasse, mais quand on vous transmet un instrument de divination, c'est un petit peu comme si on vous transmettait une brosse à dents. La passer sous l'eau, ça va pas tuer les germes, mais si vous la jetez dans la cheminée, il n'y a plus de brosse à dents. Donc il va falloir trouver un compromis entre les deux pour que cette transmission se passe bien. Alors, ça va être en fonction de la situation. Si jamais cet objet vous a été transmis en personne, de la part de quelqu'un que vous aimez, que vous estimez, que vous respectez, bref, pour qui vous avez de l'affection, pourquoi ne pas faire un rituel de transmission de l'objet avec cette personne-là? C'est-à-dire, par exemple, vous ritualisez le fait qu'elle vous le donne, elle présente les choses à l'univers. Je dis elle dans le sens personne, pas elle. Ça veut pas dire que c'est forcément une femme, mais vous avez compris. On va pas mettre des pronoms à chaque fois parce que autant à l'écrit on s'en sort, autant à l'oral on va naviguer sur des eaux troubles. Donc cette personne peut par exemple déclarer à l'univers, voilà, aujourd'hui je me défais de cet objet avec lequel j'ai pratiqué un certain nombre d'années pour le transmettre à cette personne, cette nouvelle personne-là, qui en fera l'usage qu'elle désire. Et la personne qui reçoit dit, moi, aujourd'hui, je reçois l'objet de cette personne-là, qui a été utilisé auparavant, pour le faire mien et l'utiliser comme bon me semblera. Ça peut être un rituel extrêmement simple, mais ça permet de poser les choses à plat et de se dire que la transition va se faire de la manière la plus fluide et la plus, positive possible. Positive dans le sens de bénéfique, vous avez compris. Si en revanche, l'objet en question ne vous a pas été transmis par la personne qui le possédait, si vous l'avez trouvé en brocante, si vous n'avez pas moyen de savoir d'où il vient, si on vous le donne mais que vous ne connaissiez pas très bien la personne, par exemple, admettons qu'il y a quelqu'un dans votre famille que vous ne connaissez pas trop, un arrière-grand-oncle vague, dont vous avez vaguement entendu parler, mais voilà, sans plus. Chez lui, on a trouvé une boule de cristal, on sait qu'il pratiquait la cristallomancie à 16 heures perdues, mais on sait pas trop ni comment, ni pourquoi, ni où, ni avec qui, ni dans quelle étagère, et on vous transmet cette boule de cristal-là, on sait pas si arrière-grand-tonton Georges avait très envie de vous transmettre sa boule de cristal, parce qu'il ne se rappelle probablement pas de vous non plus, donc voilà, on sait pas trop ce qu'il a mis dedans, est-ce qu'on a envie de garder les énergies ou pas? On n'est pas sûr, on n'est pas certain. Moi, dans ces cas-là, je vous conseille de l'exécrer, par précaution. Alors, certes, vous allez perdre un petit peu les énergies,
oui, c'est dommage. Mais au moins, vous risquez pas de vous retrouver avec un objet qui va vous rentrer en conflit avec vous en plein milieu d'une séance. Ça peut être un petit peu gênant, hein, on est d'accord. Donc voilà, dans le doute, on exècre. Donc, vous pouvez, une fois que vous avez fait ça, donc soit que vous avez fait un rituel de transmission, soit que vous avez exécré l'objet, moi ce que je vous conseille c'est de le purifier. Oui, on le fait dans ces cas-là après. Dans le cas de la transmission, on le fait avant dans le cas de l'exécration. Ensuite, vous pouvez bien sûr le reconsacrer, parce que le rituel de transmission signale qu'on va vous transférer le potentiel de l'objet. Donc vous avez le droit d'y insuffler ce que vous voulez dedans, donc vous pouvez le consacrer, même s'il a déjà été consacré par quelqu'un d'autre. Et puis si jamais il a été exécré, vous pouvez le consacrer sans aucun problème. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de dédier la première séance que vous allez faire à cet objet à un dialogue avec lui, pour lui demander ce qu'il a à vous dire, ce qu'il pense de vous. Ils sont pas vivants, les objets, ils ont pas de pensée, certes, mais vous voyez ce que je veux dire. En gros, la façon dont son énergie perçoit la vôtre. Ce serait plutôt ça qu'il faudrait formuler. Ce qu'il propose de vous apporter, le travail qu'il peut entreprendre avec vous, éventuellement les codes qu'il peut employer pour s'adresser à vous. Par exemple, dans le cas d'un pendule, on lui demande, on peut pas le programmer. En tant un pendule neuf, on va le programmer, on va lui dire tu vas accomplir tel mouvement pour le oui, tel mouvement pour le non. Encore que, il y en a certains qui ont leur petit caractère. J'en ai un qui change à chaque fois. C'est toujours un plaisir. Mais voilà, par exemple, s'il avait l'habitude d'avoir un certain code avec son propriétaire précédent, il peut avoir, j'allais dire envie, c'est un peu anthropomorphique de dire ça, mais il peut avoir tendance à réitérer le même code pour communiquer avec vous. Donc, en gros, voyez ça comme un premier rendez-vous. Un premier encart avec cet objet pour faire connaissance et voir un petit peu quel travail vous allez pouvoir entreprendre avec lui. Alors voilà, c'est un petit peu particulier pour les outils de divination, mais je pense que ça valait le coup qu'on s'y attarde un petit peu parce que, bien mine de rien, ce sont des objets qui peuvent être très intéressants à transmettre et très intéressants à posséder, en particulier s'ils nous viennent d'autres personnes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu plus renseigné sur ce qu'était et sur ce que n'était pas l'exécration. Je ne sais pas si vous connaissez ce rituel ou si jamais vous avez vous-même d'autres ressources, des choses à apporter à ce sujet. N'oubliez pas que les commentaires sont là pour ça, à condition de le faire en toute bienveillance. Parce que j'exècre les commentaires qui ne sont pas en bienveillance et je ne parle pas de leur retirer le sacré. Je vous renvoie au deuxième usage théologique. Bref, vous avez compris. Mais si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un j'aime, un commentaire ou à la partager autour de vous. Ça aide énormément pour le référencement de la chaîne. C'est une petite action qui vous prend quelques secondes et qui fait beaucoup de bien aux créateurs et aux créatrices que vous suivez. Donc pensez-y, pas que chez moi, mais aussi chez les autres, hein. Pas que chez moi. Commentez, likez, partagez tous les contenus que vous aimez et que vous souhaitez soutenir, parce que c'est comme ça qu'on existe. Puisque c'est la dernière vidéo de l'année, j'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2025. J'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes en compagnie de vos proches, de vos amis, de vos animaux de compagnie, de Netflix, de vos chaussettes, de ce que vous voulez, de vous-même, pourquoi pas, parce qu'après tout, vous pouvez être votre meilleure compagnie. Tout à fait, ça marche très bien aussi. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi cette année. Je sais qu'il y a eu pas mal de nouveaux sur la chaîne cette année. J'espère que ce petit voyage en ma compagnie vous a plu. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire votre connaissance au travers de cet écran. C'est toujours un bonheur de vous retrouver tous les dimanches, donc il n'y a pas de raison que ça change. Nous allons continuer sur cette lancée. Si vous avez envie de me soutenir un peu plus activement, j'ai un Ko-fi sur lequel vous pouvez me laisser un petit pourboire. Le lien est dans la description. Et bien entendu, si vous voulez encore plus de moi tous les mois, vous pouvez suivre le programme Une année en magie sur Patreon, où je vous propose tous les mois un livret d'une centaine de pages et 4 vidéos supplémentaires. Mais on va en reparler très vite parce que j'ai plein de choses à vous annoncer à ce sujet pour la saison 7 qui arrive très bientôt. D'ailleurs, en parlant de ça, si jamais vous avez 5 minutes, je vous ai concocté un petit sondage pour m'aider à construire ce nouveau numéro et il y a même un cadeau pour vous à la fin. Donc n'hésitez pas à aller visionner la vidéo parce que c'est un cadeau que je ne referai pas tous les jours, donc profitez-en. D'ici la prochaine vidéo, passez de merveilleuses fêtes de fin d'année, une très bonne année, une très bonne santé. Mettez-vous bien, profitez-en. Mangez bien, profitez de vos proches, faites la fête, amusez-vous, faites des câlins à vos animaux et surtout plus que jamais, restez magiques. À très vite. Bye.